Ok, bonjour à tous. Bonjour Daniel. Bonjour Marc, Alors Daniel, il est un petit peu tard pour moi, il est 22h30, mais 23h30, mais pour toi, il est quelle heure? 17h30 17h30, à oui. Metz. Ok, comment ça va? Très bien, très bien, très bien, très heureux de te retrouver. Alors, moi de même, bon, on a déjà fait un échange, une interview il y a pas très longtemps, il y a quoi? Il y a 2 semaines environ. Et aujourd'hui, on va surtout parler des européennes. Et donc, on va aller dans le vif du sujet sur les européennes. Et je voulais avoir ton avis. Donc, ben voilà, j'ai qu'une seule question à te poser aujourd'hui. Ben, quelle liste soutiens-tu et qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, dis-nous tout. Bien, écoute, on avait discuté la fois dernière sur le fait que j'avais été délégué départemental de Reconquête jusqu'à la fin décembre 2023, où je m'étais pleinement investi pendant les mois où j'avais occupé cette fonction. Euh, Ayant quitté Reconquête, tout au moins ayant rendu mon tablier de délégué départemental en fin décembre, et pour des motifs substantiels, pour des motifs à la fois de stratégie politique, mais également de positionnement politique, plus généralement. Alors la stratégie, c'est mon agacement, pour parler rapidement, vis-à-vis de la stratégie d'enfermement de Reconquête, vis-à-vis en particulier des autres partis de l'arc de droite, pour parler rapidement, et en particulier le fait que de manière quasi systématique, ou de manière presque épileptique, je dirais même, Zemmour passait son temps, et continue à passer son temps, à taper à bras raccourcis sur le RN et sur Marine Le Pen, pour ne pas la citer, alors même qu'il jure ses grands dieux de vouloir faire l'union. Alors pour moi, c'est un grand écart total, qui est absolument incompréhensible, euh, et qui, à mon avis, constitue une impasse. De la même manière, j'ai trouvé que, au fil du temps, que Reconquête s'est racorni sur son espace que l'on peut qualifier d'ultra-identitaire, anti-islam. Alors, ça a toujours été dès le départ un axe incontestable de l'entrée en politique de Zemmour et de son parti. Mais enfin, j'ai trouvé à partir d'un certain moment que c'était un peu court, et qu'on ne pouvait pas concevoir une politique globale pour la France et pour les Français sur ce seul axe de discours et de parole. Et s'agissant ensuite du positionnement politique, il m'est apparu que, notamment à partir des événements qui sont déroulés, des événements tragiques qui sont déroulés en Israël le 7 octobre, mais également en parallèle avec la guerre qui se déroule depuis maintenant plus de 2 ans en Ukraine, il m'a semblé que le positionnement politique ou géopolitique de Reconquête était en contradiction avec un positionnement gaulliste qui consiste à ce que la France joue sa partie à elle, indépendamment de toute influence extérieure, et en particulier américaine, car c'est évidemment la plus prégnante pour nos pays d'Europe occidentale, et que la France puisse agir à ce titre dans l'espace géopolitique mondial comme une force, une puissance médiatrice, comme une puissance d'influence qui a en vue la protection de ses intérêts essentiels. Et la question ici, évidemment, s'agissant de l'Ukraine, est-ce que la France protège ses intérêts essentiels en prenant fait et partie pour l'Ukraine, et derrière l'Ukraine, naturellement, se profilent les États-Unis. Tel n'est pas mon avis, telle n'est pas mon opinion. Je considère que la France, dans cette perspective, doit agir en force de paix, en force médiatrice, en puissance médiatrice, pour hâter autant que se peut la paix, euh, que les armes se taisent, et que, de nouveau, des relations les plus pacifiques possibles, des relations commerciales, des relations humaines, puissent exister à nouveau entre tous les peuples d'Europe
quel qu'il soit. Et je dirais Ok. que cet équilibre, c'est aussi la même chose qui me paraît essentielle en ce qui concerne ce conflit de 75 ans qui se prolonge au Proche-Orient. Donc voilà 75 ans. les Ah oui. motivations essentielles qui m'ont fait quitter Reconquête. Et d'ailleurs, j'ai même pris la peine de retirer mon adhésion, de me désaffilier de Reconquête Oui, tu as à écrit la une fin lettre février. que tu nous as Voilà, une envoyée, qu'on lettre a publiée. avec explications qui donnait les explications que je viens de te résumer ici. Tu as eu un retour, une réponse? Aucun. On n'a jamais, enfin dans mon expérience, et j'aimerais éventuellement avoir des échos d'autres personnes qui sont un peu dans mon cas ou même dans ton cas, hein, possiblement, d'autres échos, savoir est-ce que effectivement les gens reçoivent des réponses, des débriefings. Parce que je trouverais normal qu'il y ait des débriefings, que voilà, une expérience dans laquelle on a beaucoup donné de nous-mêmes, qui pour des raisons variées n'est pas allé jusqu'au bout, mais je trouverais intéressant aussi bien pour Reconquête que pour nous d'avoir avec eux des séances de Oui, débriefing. j'aurais pu Rien, avoir une zéro. réponse en Silence. disant, bon, on comprend vos motivations, malheureusement, ok, on se sépare, mais on espère rester en contact à bon terme et peut-être un jour. Là, mais il n'y a pas eu ça. Non, rien, absolument rien. Absolument rien, ça a été le silence radio. Bon, donc, si tu veux, évidemment, je me suis retrouvé un peu en terrain incognita, parce que jusqu'à présent, j'avais effectivement milité fait et cause pour Reconquête. Et il est évident que militant pour Reconquête, et ayant même donc pris des responsabilités au sein de Reconquête, c'était non pas en opposition aux autres partis, mais enfin implicitement euh, en, en montrant que les autres partis me séduisaient moins. Donc, il est évident que reste le Rassemblement national, qui est extrêmement puissant, qui monte en puissance, qui est maintenant, je dirais, le grand parti populaire, euh, qu'il est parfois difficile de qualifier de droite ou de gauche d'ailleurs, plutôt de gauche par ses inflexions économiques et sociales, mais encore plutôt de droite, effectivement, par sa critique encore acerbe, à certains égards qu'il peut avoir au sujet, par exemple, du thème de l'immigration, ou des questions qui tournent autour de cela. Euh, il reste également la liste de Philippot, euh, qui a été rejoint ces jours-ci par Jean-Frédéric Poisson, que tu as interviewé hier et dont j'ai beaucoup apprécié la qualité de l'intervention. C'est un homme pour lequel j'ai la plus grande estime. Et je regrette pour ma part que d'autres hommes ou femmes de cette envergure, de cette qualité, ne soient pas davantage investis en politique. Voilà, c'est à peu près tout, parce que, comme chacun sait, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas pu ou n'a pas pu voulu, ou n'a pas voulu faire de liste. La tentative qu'il avait esquissée de faire une liste commune avec Philippot a échoué. Donc lui reste sur le côté. Et il est vrai que je dois dire que ma fibre gaulliste me ferait davantage pencher pour quelqu'un comme Hmm. Dupont-Aignan, Que penses-tu spontanément, si tu veux. d'Asselineau? Pardon. Mais Asselineau, c'est très particulier. Asselineau, c'est très particulier à deux égards. Premier point, et je crois que c'est le point fondamental, et c'est ce qui le plombe en vérité, c'est que Asselineau, son seul cheval de bataille, c'est le Frexit. Très bien, au moins il y a de la clarté. Ça, on ne peut pas lui reprocher. La problématique est la suivante, néanmoins. Une fois que le Frexit est réalisé, à supposer qu'il parvienne à le réaliser, quelle politique on mène ensuite? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mène une politique conservatrice? Est-ce qu'on mène une politique libérale? Est-ce qu'on mène une politique socialisante? Est-ce qu'on mène une politique macronienne? Est-ce qu'on mène une politique à la Orban, que sais-je? Or, il n'en dit rien.
il n'en dit rien. On ne sait absolument pas, une fois que son Frexit aura été réalisé, quelles seront ses politiques en matière économique, en matière sociale, en matière de politique étrangère, on peut le comprendre davantage parce que il est fondamentalement gaulliste lui aussi dans ses fibres. Mais enfin, il y a quand même toute une série de questions fondamentales qui se posent sur la nature de la politique qu'il mènerait une fois que le Frexit serait réalisé. Et à mon avis, c'est ça qui le freine dans son développement politique. C'est que les électeurs comprennent bien, au moins implicitement, que une fois le Frexit réalisé, c'est le grand tunnel obscur. On ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Et pourquoi ne le fait-il pas? La question est celle-là. Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans la détermination et dans la définition de la politique, au moins interne, qu'il mènerait? Eh bien, tout simplement parce que Asselineau se refuse à accepter le clivage droite-gauche. Car il considère qu'il y a autant de frexiteurs de droite qu'il y a de frexiteurs de gauche. Et On par pourrait dire pareil conséquent, du RN. par conséquent, il veut fâcher ni les uns ni les autres. Hmm. Naturellement, il ne veut pas fâcher les électeurs de droite, les frexiteurs de droite, en disant je vais faire une politique, admettons, socialisante. Et il ne veut pas fâcher les électeurs, les frexiteurs de droite, de gauche, pardon, en disant je vais faire une politique, De droite. disons, néolibérale à la Thatcher, que sais-je, tu vois, parce que son obsession, son idée fixe, c'est je veux réunir tous les frexiteurs de quelque bord qu'ils soient. Alors, l'idée n'est pas mauvaise en soi. Elle est même juste dans la mesure, effectivement, où il y a bien très probablement des frexiteurs des deux côtés de l'échiquier. Mais la problématique, c'est que ça l'empêche ensuite de définir ce que sera sa politique une fois qu'il aura accompli son Frexit. Et ça, à mon avis, pour moi, c'est une impasse, c'est un blocage, je dirais, consubstantielle à sa réussite en politique. Car à un moment donné, il faut dire aux électeurs, une fois que tu auras le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, Ça, je fais le Frexit dans un premier temps, mais ensuite je vais mener telle et ça a telle marché politique. au Royaume-Uni, non? Ils ont fait le Brexit. Nigel Farage, il a presque parlé que du Brexit. Oui, si tu veux, mais on savait qui était au pouvoir. Quand David Cameron a mis en œuvre son Frexit, ou son Brexit, pardon, il était déjà au pouvoir. C'était le Parti conservateur. C'était une politique, disons, néolibéral qui prenait ses racines dans la politique initiée par Margaret Thatcher dans les années 80, avec l'idée que l'Angleterre serait en quelque sorte, grâce au Brexit, une sorte de tête de pont, une sorte de passerelle entre les États-Unis et le continent, n'est-ce pas? Notamment à travers la City, mais également une tête de pont pour des puissances économiques comme la Chine, comme Hong Kong, comme Singapour. Hein, là aussi, en particulier à travers la City, mais pas seulement, à travers toutes les activités de service également, toutes les néotechnologies qui se sont tellement développées dans des villes comme Manchester, etc. Donc, si tu veux, on savait quand même quelle était sa politique à Cameron. Tandis que, par définition, Asselineau n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir, on ne sait pas quelle politique il mène, et on ne sait pas, à l'écouter, à l'entendre, quelle politique il mènerait. Ouais, ok, bon, ça a du sens, logique. Bon, à part ça, tu n'as pas encore répondu à la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour qui tu vas soutenir? Tu as analysé tes Ah, ennemis, disons que alors tu vas faire j'hésite quoi? entre, pour être honnête, j'hésite entre la liste de Philippot et le RN. Je- voilà, la liste de Philippot me satisfait dans la mesure où je pense que à un moment donné, il faudra quand même se poser la question, non pas d'un Frexit nécessairement intégral, complet, mais au moins que la question soit posée un jour ou l'autre aux Français, sous une forme ou sous une autre, et qu'une réflexion approfondie soit menée sur la question. Et je crois comprendre
dans la discussion que tu as pu avoir avec Jean-Frédéric Poisson que telle était aussi sa position, c'est-à-dire une position moins jusqu'au boutiste, moins extrémiste que celle de Philippot sur la question, mais enfin une ouverture, comprenant bien que la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui nécessite de mettre la question sur la table. Et encore une fois, avec des solutions qui peuvent être variées, qui peuvent être variables. Moi, je pense que, à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il conviendrait d'abord de songer d'abord à des exits partiels, à des Frexit partiels, du type la suspension de Schengen pour la France, par exemple, du mécanisme de Schengen, ou bien un retrait du mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme, qui évidemment est un frein considérable actuellement pour toute politique migratoire digne de ce nom pour la France. Euh, voilà. Mais il faut également examiner de près les conditions et les effets d'un Frexit. C'est pas le tout de dire comme ça, de lancer à la cantonade Frexit, Frexit. Il faut encore dire aux Français, de manière très précise, de manière très détaillée, sur base d'expertise extrêmement soignée, de dire aux Français quelles seront les conséquences d'un Frexit. Et c'est pour ça que moi, j'aurais souhaité, et je souhaiterais, et je trouverais utile et même nécessaire que les partis de droite, au lieu de s'étriper sur des questions tout à fait anodines, à mon avis, comme la question des prénoms, pour ne prendre que cet exemple s'agissant de Zemmour, je trouverais plus utile pour le pays et pour les Français qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils mandatent des experts, car l'union fait la force, qu'ils mandatent des experts pour plancher sur effectivement les possibilités pratiques d'un Frexit et les modalités. Est-ce que c'est un Frexit total? Est-ce que c'est un Frexit partiel? Si c'est partiel, dans quel secteur? Et ensuite, quels seraient les effets, les conséquences d'un tel retrait pour la France? Car je crois qu'on ne peut pas sérieusement proposer cela aux Français, encore une fois sous une forme variée, sans les informer, sans les informer précisément des tenants et aboutissants Ben là, d'une telle entreprise. est-ce que tu penses que Florian Philippot, il les informe précisément? Non, Donc, mais tu non. hésites quand même, tu voterais pour eux par sympathie, parce qu'il y a Jean-Frédéric Poisson, pour quelle raison? Bah, si tu veux, en politique, c'est toujours pareil. C'est dire tu votes. Alors évidemment, tu peux aller à la pêche. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais je trouve pas ça très courageux, personnellement. Euh, il me semble que le devoir d'un citoyen est de choisir tout simplement pour le Ah, il faut candidat, pour la voter, c'est un liste devoir. qui lui paraît la moins nocive ou la meilleure, sans être parfaite, bien entendu. Mais il n'est pas impossible également que d'ici le mois de juin, je me rallie finalement à un vote pour Marion. Ouais, c'est ce que j'ai Car demandé, c'est encore une toujours fois, moi, j'ai possible. aucune Ouais. rancœur vis-à-vis de Reconquête. Je trouve que l'entreprise de Zemmour, à partir de 2021, a été extrêmement courageuse, même salutaire. Elle a ouvert énormément d'horizons. Elle a permis à des gens comme toi, comme moi, comme tant d'autres de nous rencontrer, de partager, d'avoir des débats entre Ouais, c'est nous, vrai. euh, de mettre en avant des questions qui étaient jusqu'alors complètement tabous, qui étaient interdites. Donc, ça, j'en ai une grande reconnaissance. Et maintenant, s'il s'avérait que euh, le programme ou les inflexions de reconquête allaient davantage dans un sens de rassemblement, car pour moi, le grand mot, c'est celui-là, c'est rassemblement. Il faut rassembler les Français. Sans rassemblement, on ne va nulle part. Donc, ce que j'ai regretté dans la démarche de reconquête ces derniers temps, c'est précisément de davantage diviser que de rassembler. Et force est de constater que les sondages actuellement euh, vont plutôt dans le sens de mon analyse.
car il y a quand même un recroquevillement autour de 7% selon les jours, selon les sondages, pour Reconquête. Alors qu'on se souvient que Zemmour, au début de sa campagne présidentielle, était monté jusqu'à des 17 et 18%. Ça montrait bien qu'il y avait en germe, à ce moment-là, un souhait, un désir de rassemblement. Et qu'il y avait une émulation, si tu veux, de tant de Français qui se sentaient rejetés, qui se sentaient incompris, qui ne se sentaient pas représentés par aucun parti existant, et qui avaient retrouvé en Zemmour une sorte de catalyseur pour toutes leurs problématiques. Et, et ça, ça a été perdu en cours de route. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommage dans cette histoire. Voilà, tu hésites toujours entre les trois, alors, entre Marion, Philippot et Bardella. Oui, voilà, bon, en quelque sorte, oui. Oui, Bon. oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Qu'est-ce qui te pourrait, quelles sont tes attentes? Clarification du côté de Philippot, rassemblement du côté de Marion, plus de libéralisme du côté de Bardella. C'est quoi? Tu suis la campagne et tu regardes s'il parle de tel ou tel Oui, sujet oh, bah, ou tu... oui, ben, bien sûr. Mais écoute, encore une fois, ce sont des inflexions diverses selon les partis et selon les thématiques, hein. Je prends un seul exemple. Hier soir, Marion était en débat avec la tête de liste Ayez, ouais. Renaissance. Bon, Elle a été très bonne d'ailleurs. Marion, tu sais que Marion, enfin beaucoup de militants ou de sympathisants de Reconquête avaient reproché à Marion son discours extrêmement atlantiste d'il y a quelques jours au sujet de l'Ukraine, En disant qu'elle souhaite la victoire de en l'Ukraine, ça dont disant tu qu'il parles. fallait absolument soutenir l'Ukraine, que l'Ukraine devait gagner, que tout devait être fait pour que la Russie perde, etc., etc. Donc finalement dans un narratif assez macronien, somme toute, hein, une espèce de jusqu'au boutisme qui, pour tous ces gens-là, mais moi le premier, comme je l'ai expliqué, était allait tout à fait à l'encontre de ce qu'il faut faire en la circonstance. Elle a reçu une volée de bois vert. Et hier, elle a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait en aucune mesure de donner des armes pour l'Ukraine. Très bien. Là, on voit une inflexion. Mais alors, il y a un problème. Il y a une question fondamentale. Comment peut-elle continuer à prôner la victoire de l'Ukraine tout en privant l'Ukraine d'armes? Il y a une Envoyer de l'argent? contradiction fondamentale. Je veux dire, on sait bien que l'Ukraine est à genoux, que l'Ukraine, militairement, face à la Russie, peut pas tenir indéfiniment sans avoir une aide massive en armement, ne serait-ce qu'en armement, de la part des pays occidentaux, la France, l'Angleterre, etc. Bon, dès lors qu'elle dit qu'il ne faut plus armer l'Ukraine, mais dans ce cas-là, elle ne peut plus dire elle veut la victoire de l'Ukraine. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut quand même sortir de l'ambiguïté, de la contradiction, car sinon, rien ne veut plus rien dire. Bah, elle a On réagi aux dit une réactions des chose, sympathisants de Reconquête, tout simplement. non, Il y a mais plus de écoute, ça. il faut être cohérent. On ne peut Mm. pas dire une chose et son contraire en même temps. Donc, moi, j'estime qu'il faut une clarification sur le sujet. Je sais que c'est très difficile parce que, en réalité, Zemmour, depuis la volée de bois vert qu'il a pris au sujet de sa sortie idiote sur les réfugiés ukrainiens, ça devait être en février-mars 2000, Bah, mars le jour de l'invasion, oui. 2022, Le hein, 22 février. peu après le début de la guerre. Tout le monde lui est tombé dessus à juste titre parce que c'était incompréhensible ce qu'il avait dit. Que fait-il depuis sur la question? Il se cache. Il se cache. Il n'en parle plus. Il ne parle plus de l'Ukraine.
de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, de temps en temps, il sort des banalités du style cette guerre ne peut pas durer 1000 ans. Mais concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelle direction doit se diriger la France? Est-ce qu'on doit reprendre lien avec la Russie de Poutine? Oui ou non? Est-ce qu'on doit proposer une conférence de la paix? Paris, par exemple, comme la France avait pu contribuer efficacement à la paix au Vietnam. Souviens-toi, avec la conférence de Paris qui s'était tenue en 1973 sous l'égide de Georges Pompidou et de son ministre des Affaires étrangères Jobert à l'époque, hein, parce que la France était intervenue dans sa tradition gaullienne comme une puissance médiatrice entre, d'une part, les États-Unis et, d'autre part, le Vietnam communiste qui était soutenu par la Chine. Voilà. Et c'est comme ça que la France a pu trouver sa voie. Mais on peut choisir une autre voie. On peut dire, effectivement, comme semble le dire Zemmour, il y a maintenant, d'une part, les bons, c'est-à-dire l'OTAN, les Occidentaux. Ça, c'est les bons. Tout le reste, c'est les méchants. Alors, c'est les méchants, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Afrique, C'est les c'est BRICS. les musulmans, c'est tout ça. Voilà, dans une espèce de conception, à mon avis, complètement enfantine du choc des civilisations de Huntington, hein, et qui, à mon avis, nous mène à la catastrophe dans un monde euh, multipolaire, dans lequel on est de plus en plus et dans lequel on va se diriger de plus en plus. À mon avis, ce concept brutal et enfantin du choc des civilisations entre les bons et les méchants, ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est une position qu'on peut tenir. Mais au moins, il faut de la clarté. Voilà. Et cette clarté sur ce sujet-là, je trouve qu'elle est davantage dans le camp de la liste Philippot-Poisson. Car hier, encore une fois, Poisson a eu des mots extrêmement clairs sur ce qui, à son avis, doit être fait pour permettre une solution pacifique dans ce conflit qui est une véritable catastrophe, qui est un troisième suicide de l'Europe, en vérité. Et Un le RN, ils troisième sont pas suicide de clairs? l'Europe après la guerre 14 et après la guerre 40. Ouais. Et le RN? Parce qu'on pourrait dire qu'ils sont plus, ils sont un peu plus clairs que Reconquête, non? Ou pas? Ils sont même accusés de russophilie, non? Non, ça c'est si tu veux, c'est un vieux tatouage qu'il aurait mis qu'il aurait mis sur le dos pour des raisons purement politiciennes. De la même manière que lorsque la gourde d'hier soir finit complètement désemparée sous les coups de Marion, finit par ressortir Marion Maréchal Le Pen. Tu veux, ça sont des vieilles ficelles politiciennes à 2 balles qui sont absolument dérisoires et minables, étant donné les drames auxquels que subit la France. Non, je crois que le RN. Alors le RN, c'est un parti qui se veut attrape tout maintenant. C'est un parti qui veut brasser le plus large possible, Bah, c'est une stratégie qui euh, fonctionne. et c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien et qui probablement n'a pas fini de bien fonctionner. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, le RN n'a aucune intention dans les mois qui viennent à entamer une quelconque démarche de rapprochement ou d'alliance avec d'autres partis, car pour l'instant, il engrange. Il engrange, il engrange, il engrange. Et une fois qu'il aura considéré qu'il aura fini d'engranger, à ce moment-là, en position de force, il se tournera vers les petits partis, leur dira, bon, les petits amis, là, est-ce qu'on peut vous proposer un strapontin ou l'autre? Voilà, c'est comme ça que ça se Bah, c'est passera. logique, c'est de bonne guerre. Et ben, c'est de très bonne guerre, c'est très logique, c'est la stratégie de la guerre de Sun Tzu pour les nuls, je dirais. Euh, mais, mais le RN, si tu veux, étant un parti attrape-tout, par définition, se positionne de manière extrêmement prudente et extrêmement discrète sur ces sujets-là. Parce que précisément, il ne veut fâcher personne. Et en vérité,
ça l'intéresse pas tellement de se positionner sur ces questions-là. Euh, Ce que le RN veut faire, c'est essayer de tenir les deux bouts de, de son électorat, un électorat de souche, très attaché à la sécurité, euh, et en même temps, de l'autre côté, mais c'est aussi un peu tout ça forme un ensemble, une population qui est en souffrance, qui est en manque de repères, et qui trouve dans le RN, dans Marine Le Pen, dans Bardella, une sorte de confort, de réconfort. Ce sont des gens qui leur apportent du réconfort. Et c'est pas pour rien que euh, et Zemmour avait bien pointé la chose d'ailleurs, mais encore une fois de manière à mon avis négative, à tort, quand il avait qualifié Marine Le Pen de mamicha. Et c'est vrai qu'elle a ce côté-là, et elle le cultive, mais elle le cultive avec une grande intelligence politique, car précisément les Français sont en grand besoin, beaucoup de Français, et notamment les classes populaires, sont en grand besoin précisément d'avoir une mamicha et non pas d'avoir des gens brutaux comme Macron ou d'autres, ou même Zemmour, dans un autre registre, qui vont leur tenir des discours incendiaires en les divisant, en pointant du doigt les feignants pour Zemmour, hein, comme il l'a fait encore l'autre jour, ou dans la même manière, Macron qui va dire à n'importe quel pauvre du coin, va travailler, pauvre feignant, tu traverses la rue et tu trouveras un job. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette manière de brutaliser les gens? De la même manière que quand Zemmour englobe de manière globale nos concitoyens musulmans, c'est la même chose. Il fait preuve de brutalité et il fait preuve d'injustice, car il est évident que loin de tous les musulmans de France sont des djihadistes ou des terroristes potentiels. Or, lui fait une espèce d'amalgame, il met tout dans un même sac et il s'étonne après qu'il soit détesté par une grande partie de la population française et que beaucoup de Français le considèrent comme un type infréquentable. Mais à un moment donné, là aussi, il faut être cohérent. Dire, on ne peut pas passer son temps à taper sur les uns, à taper sur les autres, à taper sur les Arabes, à taper sur les feignants, à taper sur Marine Le Pen, et ensuite s'étonner que personne ne vienne vers toi. Mais non, au contraire, Marine Le Pen, beaucoup plus fine, elle, elle est câline, elle est douce, elle est, elle est gentille, elle ne met pas d'huile sur le feu et elle propose, alors les solutions qu'elle propose, on peut ensuite les trouver bonnes ou mauvaises pour le pays, c'est un autre débat, mais au moins elle paraît quelqu'un de relativement consensuel. Ok. Et c'est ça qu'il faut pour le pays, c'est rassembler, on doit rassembler les Français. Et moi je suis persuadé que sur la base de principes simples, principe de retour à l'ordre, de primat de l'autorité et de l'indépendance nationale, sur ces trois principes extrêmement simples, mais tellement fondamentaux, on devrait être capable de rassembler plus de la moitié de l'électorat français. Ça, j'en suis convaincu. Encore faut-il en prendre les moyens et que, comme le disait à juste titre Jean-Frédéric Poisson, que tout le monde accepte de mettre son ego de côté et désire travailler ensemble pour la France et pour les Français. L'union de toutes les personnes de bonne volonté. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Ouais. Bah, très bien. Merci beaucoup, Daniel. Et bon, on se retrouvera régulièrement sur différents sujets. C'est le but de cette, on va dire, émission. On va faire régulièrement des vidéos. Voilà. Et un dernier mot, tu veux dire quelque chose? Non, mais écoute, merci à toi. Merci encore d'avoir veillé si tard Oh, j'ai l'habitude. pour m'accueillir chez toi. C'est un grand honneur, un grand plaisir. Et c'est vraiment très, très plaisant de pouvoir échanger comme ça nos vues, parce qu'il est évident que c'est en parlant,
en écrivant parfois aussi, que l'on voit plus clair en soi. Quand on réfléchit comme ça, quand on rêvasse, on peut trouver qu'on a des idées géniales, mais ça ne veut rien dire tant qu'on ne les a pas exprimées de manière la plus cohérente possible, la plus explicite possible, qu'elle puisse être claire et que ça puisse faire l'objet d'un véritable débat et d'un échange. Merci encore. Très bien. Merci Daniel, à bientôt. Merci à toi. Merci Marc.